Bonjour. On s'est arrêté la dernière fois sur le point qui traite la concentration dans un secteur. Et on a dit que la concentration, c'est une caractéristique qui peut réduire la concurrence au sein d'un marché. Et on peut traiter aussi dans cette séance une caractéristique qui peut aussi réduire la concurrence dans un secteur. C'est ce qu'on appelle les barrières à l'entrée. Et on peut avoir aussi des barrières à la sortie d'un secteur. Barrière à l'entrée, ça signifie que ce n'est pas facile de décider d'entrer sur un marché ou un secteur où il y a un profit positif, où les entreprises qui sont déjà sur ce marché réalisent des profits positifs. Il y a possibilité que d'autres entreprises qui ne sont pas sur ce marché souhaitent entrer, mais ils trouvent des difficultés. C'est ce qu'on appelle des barrières à l'entrée. On peut traiter les catégories de ces barrières. Tout d'abord, on peut appeler une barrière à l'entrée, c'est lorsqu'on ne peut plus vérifier la condition de libre entrée et libre sortie qui est déjà dans le modèle de concurrence pure et parfaite. Donc, c'est une condition qui n'est pas vérifiée. Et on passe à une concurrence qui est imparfaite parce qu'on limite la possibilité d'entrer d'autres entreprises. Une barrière à l'entrée peut être définie comme il a été fait par Stigler en 1968 comme un coût possible, un coût de production que les nouvelles firmes qui souhaitent entrer sur le marché doivent supporter et que les firmes qui existent déjà sur le marché n'ont pas à supporter. Donc, c'est pour chaque firme qui souhaite entrer, il a à payer ce coût. On peut parler d'un coût d'investissement, un coût d'expérience. Lorsque vous entrez, ce n'est pas facile de commencer la production et d'avoir un coût compétitif. Donc, les entreprises qui sont déjà sur le marché, ils ont déjà réalisé ce passage qu'on appelle l'expérience et la maîtrise des coûts de production avec l'expérience, avec l'apprentissage. Donc, chaque entreprise qui souhaite entrer sur un nouveau marché, elle a des coûts à maîtriser pour être compétitive par rapport aux autres entreprises qui existent. Mais aussi, on peut avoir une barrière à l'entrée, c'est des avantages que les entreprises qui sont déjà sur ce marché ont. Et on peut dire que c'est un avantage par rapport aux autres entreprises qui sont à l'extérieur. Ces entreprises qui sont déjà sur le marché, ils ont un pouvoir, ils ont un avantage, ils peuvent vendre leurs produits à un prix supérieur au coût marginal, au prix concurrentiel, sans qu'il y ait possibilité d'entrer d'autres entreprises qui peuvent augmenter la quantité offerte et diminuer ainsi le prix. Donc, c'est un avantage que détiennent les firmes d'un secteur sur les entrants potentiels, sur les entreprises qui souhaitent entrer sur ce marché. Donc, la barrière à l'entrée peut être définie comme un coût que les entreprises nouvelles doivent supporter et qu'il y ait des avantages par rapport aux autres. Une barrière à l'entrée, c'est aussi un avantage que les firmes déjà sur le marché ont sur les marchés, sur les entreprises qui souhaitent entrer. Donc, en tout cas, on peut définir une barrière à l'entrée comme tout obstacle
qui empêche une firme à entrer librement sur un marché où il y a un profit positif. Donc, l'entrée doit être libre, mais les barrières à l'entrée peuvent limiter cette entrée. Les entreprises même qui existent sur le marché peuvent prendre des mesures et faire des comportements qui peuvent empêcher les nouvelles entreprises d'entrer sur le marché et de leur faire concurrence. Donc, globalement, tout obstacle qui empêche une firme d'entrer librement sur un marché peut être considéré comme une barrière à l'entrée. Et on a plusieurs types de barrières qui limitent l'entrée de nouvelles entreprises sur un marché donné. On peut parler de barrières réglementaires. Lorsqu'on parle de réglementaire, ça signifie que c'est comme une loi, une règle imposée par l'État pour limiter l'entrée de nouvelles entreprises sur un marché donné. Et on a différents types de barrières réglementaires. On peut, donc, ce sont des conditions exigées par l'État, par les pouvoirs publics, pour organiser l'accès à certains secteurs. Et on peut donner comme possibilité de barrières à l'entrée les brevets. Les brevets, ce sont des procédures juridiques qui protègent l'innovation. Une entreprise qui a fait des recherches et développement et a trouvé un produit nouveau, il peut le breveter, il peut avoir un brevet pour que les autres entreprises ne peuvent pas fabriquer ce produit. Donc, on appelle ça un brevet. Puis, il y a possibilité d'augmenter les droits de douane. Les pays peuvent augmenter les droits de douane pour empêcher les entreprises étrangères d'entrer sur le marché national. C'est pour protéger l'industrie nationale de la concurrence des entreprises étrangères qui souhaitent entrer sur le marché national. Aussi, les agréments ou les autorisations qui peuvent contrôler le nombre d'entrants sur un marché. Et on a, par exemple l'agrément pour entrer sur le secteur de transport de voyageurs. Vous ne pouvez pas entrer, acheter un bus, un autocar et entrer comme transporteur de voyageurs. Vous devrez avoir un agrément, une autorisation de la part de l'État pour pouvoir exercer ce métier de transporteur de voyageurs. Donc, les barrières économiques, on peut parler de barrières économiques et on peut les diviser en, premièrement, on peut parler des économies d'échelle. Les barrières économiques, il n'y a pas d'intervention de l'État, mais ce sont des barrières, on peut dire naturelles, mais qui empêchent les entreprises à entrer. Parmi ces barrières économiques, on peut parler des économies d'échelle, c'est-à-dire les entreprises qui sont déjà sur le marché, ils ont une quantité de production qui est grande et qui leur permet de réduire leur coût de production. Plus ils augmentent leur quantité produite, plus ils diminuent leur coût de production. Et ils ont déjà réalisé cette chose, c'est-à-dire l'augmentation de la quantité produite pour réduire leur coût de production. Et on parle de réalisation d'économies d'échelle. Puis, donc, plus la quantité optimale, c'est-à-dire, on parle de la quantité optimale, c'est la quantité qui correspond au minimum des coûts moyens.
La quantité optimale, c'est une quantité que vous pouvez produire ni moins ni plus. Pour minimiser le coût de production et qu'il y ait le coût moyen, il faut produire juste la quantité optimale. Donc, les entreprises qui sont déjà sur le marché, ils ont plusieurs années, ils ont pu augmenter leur quantité produite jusqu'à atteindre la quantité optimale. Plus cette quantité optimale elle est importante, c'est-à-dire qu'il faut produire beaucoup pour atteindre cette quantité optimale, plus les barrières ou les économies d'échelle sont une barrière à l'entrée. Donc, plus la quantité optimale dans une industrie est grande, plus les barrières à l'entrée représentées par les économies d'échelle sont importantes. Donc, vous ne pouvez pas entrer et réaliser sur place la quantité qui va vous permettre de minimiser votre coût de production. Il faut attendre un certain temps, il faut avoir une certaine expérience pour pouvoir augmenter la production et maîtriser le coût jusqu'à arriver au coût minimum. Donc comme ça, on parle des économies d'échelle comme une barrière économique. Donc voilà, les nouvelles entreprises ne peuvent pas atteindre la quantité optimale dès leur entrée. Ils doivent passer par des étapes normalement d'apprentissage et de maîtrise de la production. On peut aussi parler comme barrière économique des avantages liés au coût. Les entreprises qui existent déjà sur le marché, ils ont déjà une expérience, ils ont des avantages sur les coûts et qui peuvent venir de différentes sources et qui leur permettent de maîtriser leurs coûts et d'avoir un avantage absolu que les autres entreprises qui souhaitent entrer ne peuvent pas l'avoir. Par exemple, ils ont déjà maîtrisé la technologie de production, ils savent bien, les entreprises qui existent déjà sur le marché, ils savent bien comment réaliser la production, ils ont fait un apprentissage, une expérience. On peut avoir aussi, ils ont des programmes d'innovation et de recherche et développement. Ils ont déjà réalisé des programmes de recherche et développement qui ont permis à ces entreprises de maîtriser les caractéristiques des produits. On peut aussi parler d'un avantage qui vient d'un accès facile ou favorable aux inputs de ce qui est matière première, financement, fournisseurs, tout ça. On a des relations avec les fournisseurs, on a établi des relations qui nous favorisent par rapport aux autres. Donc, une stratégie d'intégration verticale possible. On a intégré des fournisseurs qui fabriquent certaines matières premières aux pièces. Accès facile aux banques pour financer votre production. Les entreprises qui existent déjà ont déjà des relations avec les banques, avec les institutions de financement. Tout ça, ce sont des avantages qui permettent aux entreprises déjà installées d'avoir une avancée par rapport aux entreprises qui souhaitent entrer. Donc, on termine avec la structure du marché. Et il faut retenir que pour ce premier axe qu'on vient de terminer, le point le plus essentiel, c'est comment on détermine la concurrence au sein d'un marché ou un secteur. Et on a vu comment peut-on mesurer la concurrence, qui sont les éléments, les caractéristiques qui déterminent la concurrence dans un secteur. Et on a vu les différentes structures et comment s'établit l'équilibre qui donne un prix et une quantité. Et quels sont les éléments qui peuvent influencer cette concurrence et qui peuvent changer
le niveau des prix et le niveau des quantités produites. Deuxième point qu'on peut réaliser au deuxième axe dans ce cours, il s'agit de parler du comportement des entreprises face à une structure de marché. Face à un certain nombre de concurrents sur un marché, qu'on appelle structure, et face à des caractéristiques de ce marché, est-ce que c'est un marché libre d'entrée ou de sortie? Est-ce qu'il y a une concentration? Tout ça, ce sont des caractéristiques qui déterminent le comportement des entreprises. Et lorsqu'on parle de comportement, on parle de stratégie. Donc, le comportement, on a structure dans le premier axe. Deuxième axe, c'est comportement. Comment peut-on déterminer le comportement des entreprises face à la concurrence au sein d'un marché? Et on parle de stratégie. On peut donner des éléments de définition du mot stratégie. Tout ce qui est stratégie, c'est quelque chose qui touche au long terme, qui porte sur la survie de l'entreprise, qu'il soit toujours compétitif et qu'il survit, qu'il reste sur le marché et qu'il réalise des profits. Donc, on peut donner des éléments de définition, même si c'est un peu difficile de définir une stratégie. Donc, on peut la définir comme la réalisation d'un but. Donc, il faut déterminer. On parle de quelque chose qui est stratégique ou d'une stratégie. C'est lorsqu'on fixe un but qui est déterminé sur le long terme, plus d'une année. Lorsqu'on parle de le long terme, généralement, c'est plus d'une année. Il faut déterminer les moyens, qui sont les étapes, les moyens. Lorsqu'on parle d'entreprise, les moyens, c'est les moyens humains, financiers, techniques, technologiques, tous ces moyens pour réaliser le but fixé à long terme. Et on peut aller par étapes. On peut aussi parler de stratégie comme un plan. Donc, lorsqu'on parle de plan ou planification, c'est la mise de plusieurs étapes, l'une après l'autre, et qui vont engager toutes les ressources de l'entreprise sur le long terme. Donc, ce qui est stratégique, c'est quelque chose qui n'est pas facile à réviser ou à revoir. On dit que ce qui est stratégique, c'est irréversible. Vous engagez une décision sur le long terme, vous achetez des machines, vous prenez des crédits pour financer vos investissements. Vous ne pouvez pas revenir dans 3 mois ou 4 mois pour changer de décision. Tout ce qui est stratégique, c'est sur le long terme et c'est difficile à réviser. On peut dire aussi, c'est la capacité de s'adapter au changement de l'environnement. Une stratégie, c'est la capacité de l'entreprise de s'adapter et de faire face à la concurrence d'un environnement qui change. Donc, l'objectif, c'est de rester compétitif. On peut aussi parler de la capacité de l'entreprise à faire face au changement de son environnement. Tout ça, ce sont des éléments de définition de ce qui est stratégique. Donc, mais on peut retenir en général, c'est la capacité de s'adapter et de rester compétitif sur le long terme. Donc, on peut dire comme résumé de toutes ces définitions, la stratégie consiste à planifier le changement de l'environnement. Le changement peut venir de l'environnement, le changement des produits, des concurrents, des marchés, pour s'adapter et adapter les ressources de l'entreprise
à ces changements et aux exigences de l'environnement concurrentiel. L'environnement concurrentiel, il y a les concurrents, il y a les marchés, il y a les produits, il y a la technologie. Tout ça, ce sont des éléments qui constituent l'environnement concurrentiel de l'entreprise. Et il faut être capable d'engager les ressources de l'entreprise pour s'adapter à ces changements et pour réaliser les objectifs et les buts de l'entreprise. Donc, on peut dire que la stratégie, il englobe beaucoup d'éléments. L'ensemble constitué par les réflexions, les décisions, les actions qui ont pour objet fixer des buts, les moyens pour les réaliser et les actions pour réaliser ces objectifs. Et bien sûr, réaliser des performances liées à la réalisation de ces buts. Globalement, on peut définir une stratégie de ce qui engage l'entreprise à long terme et qui permet à l'entreprise de rester compétitive. Donc, avant de prendre une décision stratégique, on parle de capacité d'analyser l'environnement, qui sont les moyens dont dispose l'entreprise et qui vont lui permettre de déterminer quelle est l'action, la décision stratégique à prendre face à un environnement concurrentiel. Et on parle de modèles d'analyse stratégique. Ce sont des modèles qui se sont développés vers les années 1960-1970 et qui ont eu pour objectif d'aider les entreprises à prendre des décisions stratégiques qui les engagent à long terme. Donc, on parle de moyens ou d'outils qui aident l'entreprise à prendre des décisions stratégiques. On parle de modèles d'analyse stratégique, ce sont des outils d'aide à la décision stratégique. Et l'environnement dans lequel se sont développés ces modèles, c'est les années 60 et 70 du dernier siècle, où il y avait une augmentation de la concurrence au sein des secteurs et il fallait prendre des décisions stratégiques pour faire face à cette concurrence. Et on a développé des outils pour aider les entreprises à prendre ces décisions. Donc, on peut dire qu'il y a deux niveaux d'analyse. On peut analyser l'environnement à deux niveaux. Il y a possibilité d'analyser toute l'activité de l'entreprise. Donc, et c'est la politique générale de l'entreprise. On peut analyser toutes les activités de l'entreprise et on parle d'élaborer une stratégie globale de l'entreprise. On doit revoir toutes les activités et ça s'appelle corporate strategy, c'est-à-dire c'est une stratégie qui touche l'entreprise dans sa globalité, l'orientation, la politique générale de l'entreprise. Donc ça, c'est un niveau d'analyse. Il y a un autre niveau d'analyse, c'est lorsqu'on peut analyser uniquement une seule activité qui paraît intéressante pour l'entreprise, où l'entreprise souhaite prendre des décisions stratégiques sur le long terme. On parle d'une activité, un domaine d'activité stratégique. Donc, les décisions qu'on souhaite prendre, ce sont des décisions qui vont toucher une seule activité qui paraît être stratégique pour l'entreprise et faire une stratégie pour cette activité. Et on parle de business stratégie, c'est-à-dire la stratégie pour une activité. Ce n'est pas pour toute l'entreprise, mais pour une activité. C'est ce qui se développe actuellement. Les entreprises développent toujours un comportement, une stratégie pour un produit, qui sont les technologies qu'on peut utiliser, qui sont les améliorations qu'on peut introduire sur le produit, qui sont les marchés sur lesquels on peut vendre ce produit. Donc, il n'y a pas toujours possibilité de réviser toute la politique générale de l'entreprise, mais il y a possibilité toujours
de travailler sur une activité, ce qu'on appelle un DAS, un domaine d'activité stratégique, et d'élaborer une stratégie pour cette activité. Donc voilà, je crois que vous avez déjà une idée sur ces modèles d'analyse stratégique. Le deuxième axe, c'est plus un axe de management. C'est la partie que l'économie industrielle prend du management et des sciences de gestion. Et si vous avez déjà fait le management stratégique, c'est une partie qu'on peut l'emprunter du cours de management stratégique. Le modèle SWOT, le plus connu, c'est-à-dire l'analyse des forces et des faiblesses et des menaces et des opportunités. Donc, les forces et les faiblesses concernent l'entreprise, c'est une analyse interne, et les menaces et les opportunités, ce sont des éléments qui portent sur l'analyse de l'environnement externe, qui sont les éléments qui peuvent être exploités par l'entreprise, qui représentent des opportunités, et qui sont les éléments qui peuvent représenter des menaces qui peuvent un petit peu freiner le développement de l'entreprise. Et on parle de SWOT, analyse, c'est un outil d'analyse de la situation concurrentielle de l'entreprise dans le cadre de la politique générale de l'entreprise, et ça porte sur un niveau d'analyse des données internes, de ce qui est force et faiblesse, strength, weakness, opportunity, threatness. Donc, force et faiblesse et les données externes de l'environnement, de ce qui est opportunité et menace. On peut parler des opportunités. Donc, force et faiblesse, ce sont des facteurs internes à l'entreprise qui créent ou détruisent la valeur. Et les opportunités et les menaces, c'est aussi des facteurs externes qui créent ou détruisent la valeur et que l'entreprise ne peut pas maîtriser, les maintenir ce contrôle. Donc, voilà un petit peu les éléments du modèle SWOT. On peut parler des exemples de forces et des avantages. Une entreprise qui a un programme d'innovation ou une politique d'innovation qui est développée, et il a des produits, politique de différenciation très importante des produits et services, bonne implantation de l'activité, un avantage coût, savoir-faire, processus, qualité, marque ou réputation forte, et la possibilité de traiter l'information avec les clients. Il a un bon système d'information, et donc un intéressement des salariés, implication des salariés dans les objectifs de l'entreprise, mais aussi il peut y avoir des faiblesses, des inconvénients. On a un manque d'expertise sur un produit ou sur un marché. Les produits et services ne sont pas différenciés, il y a le même produit. Mauvaise implantation sur un marché, faible accès aux canaux de distribution, on ne peut pas distribuer les produits facilement, on n'a pas accès au marché et aux distributeurs. Bien sûr, s'il y a des problèmes de qualité des produits et des services, et s'il y a une mauvaise réputation de l'image de l'entreprise, tout ça, ce sont des faiblesses pour l'entreprise. Donc, voilà les opportunités. On peut avoir comme opportunité le marché qui concerne le produit, c'est un marché émergent qui commence. On a réalisé des fusions, des joint ventures ou des alliances. On peut entrer sur de nouveaux segments du marché. On peut entrer sur un nouveau marché international. Il y a un changement de la réglementation ou une suppression des barrières à l'entrée ou des barrières commerciales. Donc, les menaces, c'est possible, un nouveau produit
ou un nouveau concurrent qui arrive sur le marché et qui fait une guerre des prix, un nouveau produit de substitution, on est sur la menace d'entrée ou de développement de produits de substitution, de nouvelles réglementations, de nouvelles entraves, contraintes, obstacles aux échanges commerciaux, une nouvelle imposition sur le produit, des impôts, des taxes, tout ça, ce sont des menaces qu'on peut avoir sur un marché. Donc, on continue ces discussions sur les modèles d'analyse stratégique et de positionnement stratégique, et c'est le point sur lequel on peut, se discuter pour la séance prochaine.